Déjà vendredi, déjà le 4e mag, il en restera plus qu'un demain. On est content de vous retrouver en direct sur Facebook Live, ici en direct du Vieux-Port de Cannes, avec une soirée, un mag spécial élégance, raffinement, esthétique, toujours aussi sportivité avec Benjamin tout à l'heure. Mais avant, on va faire connaissance plus en détail avec la marque Officine et Panerai. Emanuela Borio, bonjour, vous êtes directrice générale de Panerai France. Oui, bonsoir. Et puis un historien, ami de la marque, Jacques Taglan, bonjour. Bonjour. Et merci de nous faire l'honneur de votre présence, l'un et l'autre. Je vous propose, comme d'habitude, qu'on rentre d'entrée dans le vif du sujet en faisant connaissance avec une facette visible, même dans le monde de l'invisible, c'est le photographe. Officine et Panerai, comme il se doit, un photographe dédié, surtout quand on a les belles images à capter comme celles qui nous entourent pendant les régates royales de Cannes. Sans plus attendre, on retrouve Guido en sujet. Je m'appelle Guido Cantini, je suis le photographe officiel de Panerai pour les régates royales de Cannes. J'ai commencé à faire des photos assez tard, à 18 ans, pendant mes études. Yann n'avait rien à voir avec la photo, mais c'était le coup de foudre, un amour à première vue. J'ai toujours été passionné de voile, windsurf et des activités nautiques. Et un jour, au lieu de sortir et faire du windsurf avec mes amis, j'ai commencé à les prendre en photo et tout est parti de là. C'est le moment où j'ai commencé à faire des photos sérieuses et à penser que je pouvais en faire mon métier. Ce qui me plaît le plus, c'est l'action, l'eau. Et l'eau dans le sens, la possibilité d'arrêter le temps avec la photo et de faire de l'eau des œuvres d'art. Les plus grands sont plus impressionnants, mais ça ne veut pas forcément dire que les photos seront meilleures avec des grands. Alors qu'avec des plus petits, elles ne le seront pas. Ils ont tous deux leurs caractéristiques, et ce qui compte, c'est la beauté. Le défi est de chercher la beauté là où elle est. Oui, ça peut être dangereux, des fois ça l'est. Tu essaies de trouver des angles originaux, tu te rapproches des bateaux, tu attends qu'ils s'approchent au plus près pour chercher des angles spéciaux, surtout avec des grands angles, où tu dois être très près. Ah, ça fait rêver, ça fait rêver. Alors là, vous avez eu un petit échantillon de celui qui est responsable, et on le remercie de ces belles images. Et il y en a aussi qui sont responsables de mots, de bons mots. Jacques Taglan, bonjour. Bonjour. Historien, ami de la marque, vous avez à votre crédit peut-être la bibliothèque privée la plus importante au monde, notamment sur l'America's Cup. Vous avez été responsable de 6 kilos de papier qui n'est plus disponible aujourd'hui, que les collectionneurs s'arrachent, sur l'histoire de l'America's Cup. Et plus récemment, c'est le Yacht Club de France qui a eu l'honneur de votre plume avec ce bouquin qui célèbre 150 ans de yachting. Qu'est-ce que ça vous fait d'évoluer dans ce milieu? Je ne vais pas tout dévoiler, mais vous avez été flic, vous avez été directeur d'hôpital, vous avez été ouvrier, et puis là, vous êtes devenu une référence internationale sur le yachting de tradition. La passion, et puis il suffit de regarder autour de nous, quand on voit ces bateaux qui, en principe, tout à l'heure, le photographe disait quelque chose de très juste, on fixe le temps. Et ces bateaux sont effectivement des chefs-d'œuvre de l'éphémère. Ils n'étaient pas faits pour durer. Rendez-vous compte, ce sont des bateaux, il y en a la plupart d'entre eux, ou un certain nombre d'entre eux, ont 100 ans, voire plus. Et on les a devant nous. Ils évoluent comme ils évoluaient il y a 100 ou 130 ans. Et ce qui est merveilleux, ce sont tous les gens qui les soutiennent derrière. Ce sont les armateurs. Ce sont aussi effectivement des sponsors qui incitent ces armateurs à régater. Et je crois que c'est ça la merveille du jeu
de la voile traditionnelle et classique. Vous parlez de bateaux centenaires, en plein dans le sujet, puisque cette année, à l'occasion des régates royales de Cannes, il y a 12 bateaux qui ont été mis à l'honneur, plus de 50 ans, des chiffres ronds. On saluera d'ailleurs Lulu, il a 120 ans, il a été fêté dignement. Vous parlez des partenaires, Emmanuel Laborio, vous représentez en France la marque Officine et Panerai, avec une belle histoire, un lien. On est certes dans le business, mais pas seulement. Officine et Panerai, c'est né en 1936 en ce qui concerne les montres, la partie visible en quelque sorte, mais c'est une histoire beaucoup plus ancienne, et là aussi on parle de patrimoine, le patrimoine italien, né à Florence en 1860, le secret militaire, puisque c'était des instruments pour la marine militaire, c'est comme ça qu'est né Panerai, et en 1936, une montre Luminor. Alors tout à fait, c'était pas vraiment une Luminor, mais une Radiomir. Mais vous y êtes presque. 1936, c'est finalement le premier prototype de montre Panerai, qui était une Radiomir, suite à une demande de la marine militaire italienne qui souhaitait une montre qui puisse être étanche, robuste et lisible dans les profondeurs marines. Et 1936, ça a un lien avec un bateau que Panerai a restauré, qui s'appelle Aileen, qui a été lui fabriqué en 1936. Donc il y a un très beau lien et une très belle histoire entre la voile classique, Aileen et Panerai. Un bateau qui a été dessiné par William Fife, à qui on doit pas mal de beaux bateaux, de magnifiques embarcations. Mais je vous propose qu'ensemble, on découvre le sujet réalisé par les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot, justement sur le bateau Aileen, tout de suite. Aileen est un navire réalisé par William Fife III en 1936. La première fois que j'ai navigué sur Aileen, ce fut juste après sa restauration. En 2009, cette opportunité a été pour moi un honneur, d'être à bord et de sentir les mouvements du navire en déplacement. Et au fond, je pensais en même temps à tous les travaux restants à accomplir sur le navire. Je dirais que le principal atout d'Aileen est qu'elle est très résistante au vent, sans compter la qualité de son design, qui est exceptionnel. Elle a de très belles courbes, et elle est parfaitement équilibrée. Quand je prends les commandes en mer, je peux très bien partir ailleurs, sans que le bateau dévie de sa trajectoire. C'est une sensation vraiment spéciale. Angelo Bonatti, le dirigeant de Panerai, vit Aileen pour la première fois au Mangrove. Et c'est à ce moment-là qu'il décida de restaurer ce bateau, qui est à présent représentatif de la marque Panerai. Les pièces originales sont encore présentes à bord et peuvent toujours être utilisées. Ce sont seulement les pièces qui ont malheureusement été détruites par les termites ou d'une autre manière qui ont été remplacées, mais tout en respectant le concept original du navire. Avec Aileen, il n'y a aucun doute sur sa qualité. Il n'y a qu'à voir comment elle navigue en mer. Elle a son langage aérien. Oui, on peut dire qu'elle veille sur moi et que je veille sur elle. Une histoire qui est née à partir d'instruments de précision pour la marine militaire italienne, qui après s'est démocratisée à travers une représentation du luxe et du raffinement. Finalement, le secret militaire, on l'a oublié ? Pas du tout. Quand on regarde aujourd'hui une montre Panerai, on retrouve toute l'histoire et tout ce cahier des charges dont on parlait tout à l'heure. On continue dans tous les modèles actuels à avoir cette lisibilité, cette robustesse et cette simplicité d'utilisation. On a par exemple une montre que Andrew, qui expliquait tout à l'heure à Aileen, qui a un mouvement regatta qui est un mouvement très compliqué. Et en fait, Panerai a essayé de le développer de façon très simple, en respectant cette facilité d'utilisation. Donc encore aujourd'hui, on respecte ce cahier des charges de la marine militaire italienne. Et sur Aileen, ce qu'on n'a pas vu, il y a également des instruments de mesure. Alors pas du temps, mais de mesure que Panerai a fait. Il y a un baromètre, un hygromètre. Donc on continue à mesurer le temps, l'humidité. Voilà, on reste fidèle à notre histoire militaire et notre histoire de précision. Jacques Taglan, vous étiez là hier soir pour la soirée pop ? Non, malheureusement, je n'étais pas là, mais je pense qu'on va peut-être avoir quelques
échos de cette soirée. Et oui, parce qu'il y a un rapport entre Panerai et la pop culture et Eileen. Duran, groupe mythique, on peut dire, des années 80, même si Simon Le Bon est toujours un marin, un navigateur, et qu'il aime ça. Des images d'un clip, Rio. D'ailleurs, vous voyez la magie, presque le professionnalisme de ces jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot. Le titre s'appelle Rio. Il ne dira pas grand-chose. En tous les cas, les images où on voit bien le groupe Duran sur le bateau Eileen à l'époque de l'avènement du clip. Là, on est en 1982. L'album s'appelle Rio. Et le bateau Eileen a été choisi par Duran pour réaliser ce clip. C'est quelque chose de magique. Vous aviez référencé ça, vous, monsieur l'historien ? On avait effectivement référencé ça. Comment dirais-je ? Il y a effectivement des groupes ou des célébrités du monde artistique qui ont possédé des bateaux. Vous parliez tout à l'heure du Yacht Club de France qui fête ses 150 ans. Il y a eu de grands écrivains qui se sont passionnés, membres du Yacht Club de France qui se sont passionnés pour le yachting et la voile. Et je crois que quelque part, c'est à la fois comment dirais-je, le domaine de ces personnalités, mais également, et c'est ça qui est fantastique dans la voile, c'est aussi le domaine de simples passionnés qui peuvent, à partir d'une planche à voile, s'éclater autant que Duran sur Eileen. Emmanuel Aborio, Officine et Panerai, partenaires des Régates Royales de Cannes, dans le cadre d'un trophée international, c'est quelque chose de viscéral qui tient encore. On parlait de monsieur Bonatti, qui est vraiment plus que passionné de cette voile classique de tradition. Complètement. En fait, la marque est née sous l'eau. Puisqu'encore une fois, on était au départ des montres de plongée, mais toute l'histoire moderne de la marque est liée à l'histoire du yachting. En effet, ces bateaux sont une part d'histoire. Dans nos montres également, il y a une part d'histoire, vous l'avez dit. La marque date de 1860, les premières montres de 1936, et cette passion pour la mer, pour la voile, est entière depuis le lancement de la marque au niveau international. Jacques Taglan, donc une véritable, pas dire Bible, ni légende vivante, mais enfin tout ça, une référence en tous les cas. L'America's Cup, certes, mais vous savez aussi que les Régates Royales, c'est une compétition. Et je vous propose qu'on retrouve, comme chaque jour, en duplex, Benjamin, qui est pas très loin d'ici, dont on relèvera presque. C'est une journée raffinement et élégance, et regardez l'effort de Benjamin sur la chemise. Et merci Paul-Éric du compliment. Je me retrouve comme chaque jour devant le Cambria. Bienvenue encore une fois dans cette chronique adulée à maintes reprises par la presse néo-zélandaise dont le quotidien principal aurait déclaré, je cite, « Waouh !» Fin de citation. On va placer rapidement au classement des Dragons avec un top qui reste inchangé, mais des écarts qui se creusent. La situation est donc tendue et le suspense insoutenable. La surprise est française aujourd'hui dans cette catégorie avec l'Ulysse qui remonte en 4e position. C'est le moment de passer à l'instant Culture G. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la semaine, je vous parle de score et de points. La question étant, comment sont-ils calculés ? Pour résumer, il y a plusieurs courses durant la régate et le score final correspond à la somme des classements de toutes ces courses. De plus, les participants ont la possibilité de retirer une course, généralement la plus mauvaise. Le gagnant est donc celui qui a le moins de points. Revenons-en au classement. Léger changement au niveau des marques en hiver avec le Cipino qui passe devant le Léonore de 1 point. La possibilité d'un changement reste donc tout à fait envisageable dans cette classe. Remontée exceptionnelle du Fjord 3 dans le groupe Marconi Bleu qui se retrouve 2e devant le Cholita et à 6 points de la première place. Enfin au niveau des Big Boats, le Halloween fait son entrée sur le podium à 1 point de la 2e place, occupé par le Cambria. Le Maresca reste quant à lui fidèle à son poste en étant invaincu depuis le début de la compétition. C'est la fin de cette chronique. On se retrouve demain pour les résultats avec le nom des gagnants. Je rends la parole à Paul-Éric. Paul-Éric, est-ce que tout va bien sur le plateau ? Ah oui, tout va plutôt très bien puisqu'on a la chance d'être bien entouré par une équipe technique, par des invités de marque, c'est le moins qu'on puisse dire, en tous les cas sympathiques et fidèles. Les 150 ans du Yacht Club de France, le beau bouquin qui a été écrit par votre main. Et demain, on se retrouve au même endroit, mais pas exactement à la même heure. On vous propose de nous retrouver dès 9h sur le Vieux-Port de Cannes pour assister au départ des bateaux. Les voitures, les Alfa Romeo, les Lancia, les Ferrari qui nous ont rendu visite aujourd'hui dans le cadre du rallye de la mer organisé pour la première fois par Officine et Panerai, nous ont fait une belle pirouette en quelque sorte. Ils sont partis ce matin du golfe de Saint-Tropez pour nous rejoindre ici sur le Vieux-Port de Cannes. Et dimanche matin, sous l'égide du Yacht Club de France avec sa coupe d'automne, ce sont pas mal des bateaux qui sont avec nous encore demain, qui partiront depuis le port de Cannes jusqu'au golfe de Saint-Tropez dans le cadre de cette coupe d'automne. Nous, on sera là, même endroit, pas exactement même heure. Rendez-vous demain à 17h, mais vous pouvez nous rejoindre dès ce soir si vous voulez, ou dès demain matin 9h. Ciao!